Bonjour et merci de nous suivre dans cette édition de Focus sur Focus Média Afrique. Nous faisons un focus aujourd'hui sur l'éventuelle organisation des élections régionales, la crise anglophone et le début des échanges entre le régime de Yaoundé et les sécessionnistes récemment condamnés. Et enfin, un focus sur la diaspora camerounaise et ses revendications fractionnées par deux camps idéologiquement opposés aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois Maître Roland Diobo. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Tenda. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Le 21 juillet, Maurice Kamto, Olivier Bibou-Nissak, le professeur Alain Foguet était à la prison centrale de Kondengi pour rencontrer Mamadou Yacouba Mota, le premier vice-président de votre parti politique incarcéré depuis plus d'un an. Aujourd'hui, malgré son permis de communiquer qui était encore valide, l'accès a été refusé au président de votre parti politique de rencontrer son vice-président. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel refus? Son vice-président et nos autres camarades qui sont détenus encore dans cette prison, parce que je dois le rappeler, ils sont encore une bonne quinzaine. Au rang desquels, effectivement, comme vous l'avez indiqué, le premier vice-président, M. Mamadou Yacouba Mota, Sir Sylvanus Motaga, Wilfried Siewe, beaucoup d'autres de nos camarades, comme je l'ai dit tout à l'heure, une quinzaine. Alors, sur la question que vous posez, vous n'allez pas ignorer que nous sommes dans un pays fondamentalement répressif. Et son caractère répressif aujourd'hui s'ajoute au fait qu'il n'arrive pas à respecter ses propres règles. Parce que vous l'avez vous-même indiqué tout à l'heure, il y a un permis de communiquer. C'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela veut dire, c'est que pour avoir accès aux prisonniers, oui, à défaut d'être avocat, parce que quand on est avocat, normalement, on ne devrait même pas avoir besoin de formalités particulières pour avoir accès à ses clients en prison. Alors quand on n'est pas avocat, on est un proche, un membre de la famille, etc. On demande ce qu'on appelle un permis de communiquer. Et dans le cas d'espèce, les dirigeants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en tête desquels le président élu, le professeur Maurice Kamto, président national, accompagné pour la circonstance du trésorier national, le professeur Alain Foguet, et du porte-parole du président national, M. Bibou-Nissak, quand ils se sont rendus à la prison munis de leur permis de communiquer, ils se sont rendus compte, une fois à la prison seulement, que de manière informelle, il avait comme été donné instruction que eux ne puissent pas avoir accès à leurs camarades en prison. Alors, dans le communiqué justement du porte-parole, et tout à l'heure vous évoquez la notion de président élu, vous insistez dessus en parlant de président national. Dans le communiqué du porte-parole, il se dit que l'administration pénitentiaire, comme vous l'avez dit, aurait reçu des instructions selon lesquelles il ne pouvait pas, par exemple, laisser passer les dirigeants de votre parti politique ainsi que le directoire. N'est-ce pas là aujourd'hui les conséquences directes d'un bras de fer que votre parti politique et votre leader a engagé depuis plusieurs années aujourd'hui avec le régime de Yaoundé? En deux temps. Je vous répondrai en deux temps. Premièrement, je vous dirais que ce n'est pas un secret. Au MRC, on ne fait pas des choses en cachette. Au sortir de l'élection présidentielle d'octobre 2018, le président national du MRC, le président élu, le professeur Maurice Kamto, avait clairement indiqué qu'il engageait, avec ceux qui le voudraient, la résistance nationale pacifique. C'est peut-être cette résistance nationale pacifique que vous appelez un bras de fer. Si c'est le cas, soit. Mais il faut bien savoir qu'on ne fait pas tomber une tyrannie en faisant ami-ami avec elle. On ne transige pas sur ses droits fondamentaux, on ne transige pas sur ses libertés. Et la liberté du peuple camerounais est une chose sur laquelle la résistance nationale pacifique, sous la conduite du professeur Maurice Kamto, le président élu, est structurée. Et donc, deuxième temps, cela veut aussi dire que dans ce pays, la loi, je vais peut-être paraphraser un artiste bien connu, la loi est un loisir finalement, parce que nous soyons en résistance ou pas contre les régimes, est-ce que vous trouvez normal que le régime puisse considérer que le fait que nous soyons en résistance justifie qu'il bafoue les droits fondamentaux des Camerounais? Parce qu'au-delà de tout, ceux qui sont militants du MRC et qui, justement, sont en résistance contre la tyrannie et l'oppression sont quand même des citoyens. Je vais vous reposer. Les mêmes droits. Je vais vous reposer. Tels qu'ils sont garantis par nos lois et notre constitution. Je vais vous reposer la question dans un autre sens. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que vous restez jusqu'aujourd'hui dans la logique de bras de fer avec le gouvernement en place, alors qu'en 2008, quelques années avant, quand Maurice Kamto était encore dans le gouvernement, il disait qu'il faut respecter les décisions institutionnelles? Alors, je vous poserai la question autrement. Je sais que c'est vous qui posez les questions, mais pardonnez-moi, permettez-moi cela.
Est-ce que vous trouvez normal que nous restions dans la colonisation ou que nous ne nous opposions pas à la colonisation jusqu'aux indépendances? Vous trouvez que ce soit normal qu'on continue ce combat? Non, c'est en quelque sorte, vous êtes en train de dire en quelque sorte à Ruben Oumniobé, à Ernest Ouandi, à Félix Moumié, qu'ils avaient eu tort de se battre pour notre indépendance. Si vous dites que nous avons tort de nous battre pour la libération du Cameroun, de cette tyrannie, de ce régime qui l'oppresse depuis bientôt une quarantaine d'années, voire plus, quand on ajoute à celui de M. Biya les années de M. Ahidjo, qui, contrairement à celle de M. Biya, au moins pouvait avoir un côté positif, ne serait-ce que sur le plan du développement. Mais c'est le reproche qu'on vous fait aujourd'hui et qu'on fait particulièrement au leader de votre parti politique, c'est-à-dire que quand il était dans le régime hier et il exaltait le président Biya, il avait dit dans une sortie, je crois publiée sur Cameroun Tribune, que les décisions rendues à l'époque par la Cour suprême qui statue en lieu et place du Conseil constitutionnel étaient irrévocables. Alors, pourquoi aujourd'hui, avec le Conseil constitutionnel, il ne s'arrime pas lui aussi quand on ne lui donne pas raison? Alors, je vais peut-être me répéter. Mais avant de me répéter, il faudrait peut-être que je rappelle moi aussi, peut-être un certain nombre d'éléments de contexte. Oui. En 2004, nous n'avons pas de Conseil constitutionnel. Tout à fait. Nous avons la Cour suprême, oui, même si elle siège comme Conseil constitutionnel. Ça, c'est d'une part, ça c'est prima facie. D'autre part, en 2012, est intervenu un texte qui n'existait pas en 2004. Ce texte-là s'appelle la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Au rang des dispositions contenues dans ce texte-là, on peut noter par exemple que désormais, il y a un référentiel supranational au niveau africain à partir duquel désormais on peut juger de la transparence, par exemple, des systèmes démocratiques au sein des États qui ont ratifié cette charte. Et l'ironie du sort voudrait que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la CADEC, ne soit entrée en vigueur qu'après la ratification du 15e instrument par le Cameroun. C'est-à-dire que c'est grâce au Cameroun que la CADEC est entrée en vigueur en 2012. Oui. Donc, depuis 2012, c'est cela qui explique. On peut estimer, sans risque de se tromper du point de vue technique, donc juridique, que l'ordonnancement juridique camerounais intègre désormais une nouvelle donne, celle, au moins, je dis bien au moins, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, que je dois, pour le préciser, condamne par exemple ce qui est appelé dans ce texte les changements anticonstitutionnels de gouvernement, qui sont les façons par lesquelles des pouvoirs peuvent accéder ou se maintenir au pouvoir en violant le principe du suffrage universel. Et au rang de ces moyens de changement anticonstitutionnel de gouvernement, il y a très explicitement indiqué le fait pour un gouvernement en place de refuser le résultat sorti des urnes. Dès lors donc qu'on a un système électoral qui ne garantit pas que le résultat sorti des urnes peut être crédible, fiable et sincère, pour rester dans la contestation, il y a lieu de constater qu'il y a changement anticonstitutionnel de pouvoir de la part précisément de ce gouvernement. On vous a bien compris, oui. Une posture juridique, légale et légitime. Maintenant, il y a l'aspect politique. Oui. L'aspect politique, c'est quoi? C'est que d'abord, le champ politique est en soi et par définition dynamique. Je dis en soi et par définition. Il y a des contingences d'un moment qui sont plus importantes que d'autres, à d'autres moments. C'est peut-être ce qui justifie cette posture de Maurice Kamto d'hier. Je prends par exemple le cas de la crise anglophone. Oui. On aurait pu, en 2011 par exemple, le MRC n'était pas encore créé en tant que parti politique, on aurait pu en 2011 avoir les mêmes arguments qu'on a aujourd'hui sur, par exemple, la non-crédibilité du système électoral camerounais. Sauf que les éléments de contexte de cette époque-là pouvaient laisser penser qu'il y a des avancées probables. Sauf que de 2011 à 2020, vous ne pouvez pas légitimement continuer à penser que vous pouvez compter sur ce régime pour voir évoluer dans un sens positif les règles du jeu électoral. Donc il est impératif, si vous aviez eu une position en 2011 sur la question du changement du système électoral, de la faire évoluer avec les éléments de contexte
renforcée par exemple, le fait que désormais, il y a une crise anglophone qui s'est installée depuis bientôt 4 années. Oui, mais on a comme l'impression... n'avait pas la même ampleur au début qu'aujourd'hui. Oui, mais on a l'impression effectivement que votre parti politique surfe un peu sur tous ces éléments pour se positionner. Je vais vous prendre un cas très récent. Alors, votre parti, le MRC, a boycotté les dernières élections législatives et municipales organisées au Cameroun. L'on annonce, bien que cela ne soit pas encore officiel, la tenue prochaine éventuelle des élections régionales. Une fois de plus, le président du MRC, Maurice Kamto, durcit le ton contre le régime et menace notamment fait allusion à un certain nombre d'éléments et de préalables qu'il faut pour l'organisation d'élections au Cameroun. On a l'impression que votre parti politique semble plus intéressé pour ces prochaines élections régionales qui arrivent que même d'autres partis politiques qui sont allés aux législatives et municipales. Alors, si vous avez autant de contestations sur le plan électoral, comment faites-vous pour qu'à chaque organisation d'élection, vous durcissez le ton contre le régime en posant un certain nombre de préalables? D'abord parce que la question électorale ne concerne pas au premier chef les partis politiques, mais les citoyens. C'est donc pour les citoyens qu'il est important d'avoir les règles du jeu crédibles. Vous m'avez vu m'activer tout à l'heure pendant que vous posiez la question. C'était pour vous présenter ma carte d'électeur. Oui. Les téléspectateurs pourront voir. Voici ma carte d'électeur. Alors, écoutez, M. Tenda, que vaut le boycott de quelqu'un qui n'a pas de carte d'électeur? Qu'est-ce que ça vaut? Mon boycott à moi est une façon de m'exprimer. Parce que oui, je pouvais voter. J'en ai la possibilité. J'ai ma carte. Je décide de ne pas voter pour passer un message. Donc, dites à ceux qui font croire que le fait de demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales serait la panacée, serait l'invention de la roue. Dites-leur que personne, en tout cas depuis au moins 2012, personne n'a travaillé plus que le MRC pour demander aux Camerounais de s'inscrire sur les listes. Oui, mais quelle logique rapidement, avant que vous ne terminiez, Maître Diourou, quelle logique y a-t-il effectivement dans le fait de demander aux gens d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales et boycotter les élections? Je suis exactement en train de vous expliquer la logique qu'il peut y avoir dans une posture qui, au fond, n'est pas contradictoire. J'étais en train de vous dire que vous ne pouvez pas prétendre que vous avez fait passer un message à travers un outil, un moyen qu'on appelle le boycott, si les gens ne sont pas en position de boycotter. Et pour boycotter une élection, il faut avoir la possibilité de voter et s'en abstenir. Ça veut dire que si vous n'avez pas de carte d'électeur, en fait, vous ne boycottez pas, puisque même si vous vouliez voter, vous n'allez pas le faire. C'est ceux qui ont leur carte et qui décident de rester chez eux qui boycottent. Et pourquoi est-ce qu'ils boycottent? Le message politique est celui-ci, et il est simple. 2 points. Premier point, nous ne votons pas tant que la crise qui détruit le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas résolue. Nous ne votons pas tant que le système électoral n'est pas réformé de manière consensuelle pour garantir que précisément le vote qu'on attend de moi sera sincère et il sera reconnu. Mais la question, si tout cela n'est pas fait, que va faire le MRC? Le MRC vous a dit par la voie la plus autorisée que les Camerounais devraient se tenir prêts, mobilisés à faire tout ce qui est républicain, mais en leur pouvoir avec fermeté et détermination. Comme quoi, par exemple? Le moment venu, vous saurez, pour que précisément que ce gouvernement qui s'entête à détricoter notre nation à travers des fuites en avant permanentes ne puisse pas commettre une forfaiture de plus en organisant des élections régionales qui vont arriver en plus dans un contexte où les collectivités territoriales décentralisées que sont les régions ne représenteront pas justement les populations à la base. Parce que voyez-vous bien qu'il y a eu, dit-on, dans le cadre de la loi qui portait Code général de la décentralisation, un statut spécial. Oui. Je vous fais observer que les conseillers régionaux sont élus, selon les lois actuelles de toutes les manières, au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que ce sont ces conseillers municipaux illégitimes, élus dans des zones en conflit, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, qui vont élire les instances qui devront conduire les
collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sera une autre façon de renforcer les frustrations des populations de ces deux régions-là qui, justement, sont dans la situation où elles sont, simplement parce qu'elles ont exprimé d'autres frustrations qui n'ont pas été prises en compte. On rajoute de l'huile sur du feu alors qu'on est dans une position, alors qu'on est à un moment où, y compris les Nations Unies, demandent qu'on arrive à cesser le feu et à régler cette crise, au demeurant fratricide, de manière durable à travers un dialogue. Et ma question demeure, si on continue, si on décide d'organiser les régionales aujourd'hui, que va faire le MRC? Le moment venu, vous saurez d'ailleurs, vous avez très bien vu comment nous nous sommes comportés en ce qui concernait les législatives et les municipales de février dernier. Mais on a l'impression que ça n'a pas eu vraiment d'impact parce qu'après la vie continue. Les citoyens sont dirigés par les maires qui sont sortis des urnes, par les députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. La vie continuera toujours, le combat continuera toujours. Ce que je retiens, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que ce n'est pas parce que le chemin est long, parsemé d'embûches, et nous tous, nous sommes des humains. Si ce n'était pas la politique, ce seraient nos vies qui nous l'enseigneraient. Ce n'est pas parce qu'un chemin est long et parsemé d'embûches qu'on abandonne la trajectoire. On continue quand on est convaincu que ce pourquoi on se bat est juste et noble. Et le professeur Kamto vous a dit, il vous a dit que quand on sait très exactement pour quel objectif on se bat, il n'y a pas de place pour le découragement. Dans quelques instants, Maître Roland Diourou, nous allons aborder la question de la crise anglophone avec le début des échanges entre le régime de Yaoundé et les sécessionnistes qui ont été condamnés à la prison à vie. On parlera également de la diaspora camerounaise qui aujourd'hui est dans deux camps quasiment antagonistes sur le plan idéologique. On en parle juste après cette page de publicité. Réseautel, intégrateur de solutions, courant fort, courant faible. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Focus sur Focus Média Afrique, toujours avec notre invité, Maître Roland Diourou, avocat au barreau du Cameroun et militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Parmi les préalables posés par votre parti politique pour participer aux prochaines élections au Cameroun, il y a la résolution de la crise anglophone. De sources non officielles, les autorités de Yaoundé ont commencé les discussions avec Sisikou Ayoub Tabé et ses camarades. D'ailleurs, dans un récent rapport publié par M. Fall qui a été reçu au Palais de l'Unité, le président Biya serait prêt pour un cessez-le-feu. Alors, après avoir eu vent de tout ceci, qu'est-ce que vous vous dites personnellement? Ça y est, enfin, on avance au sujet de la crise anglophone? Je ne peux formuler à ce propos que des espoirs. Je souhaite, j'espère que ce sera l'hirondelle qui annonce le printemps. J'espère que ce qui est annoncé là est le début de la fin. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut véritablement que cette guerre cesse. Et nous avons au MRC, à travers nos instances adéquates, y compris à travers notre projet de société qui avait été publié en 2012, indiqué qu'on ne pouvait pas se passer d'un cadre pertinent, sincère, inclusif, de dialogue pour régler ce qui n'était à l'époque qu'un problème anglophone et qui est devenu avec le temps et par la force des choses une crise anglophone, une guerre même. Parce que j'ai eu des témoignages encore en début de semaine d'amis qui vivent dans cette région-là, quand ils vous racontent ce qu'ils ont vécu dans leur vie, dans leur chair, les atrocités auxquelles ils font face. Et quand on dit des atrocités, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il s'agit forcément d'atrocités du gouvernement, d'atrocités de tous les acteurs, de tous les protagonistes, de tous les belligérants. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des
des exactions de tous les côtés, de tous les côtés, que cela exclut précisément la nécessité du dialogue. Il y a eu à grand renfort de publicité récemment, en tout cas en fin d'année 2019, le fameux grand dialogue national. Tout le monde, tous les observateurs à peu près de bonne foi avaient indiqué que pour qu'on ait des résultats efficaces d'une grand-messe comme celle-là, il fallait impliquer les acteurs et sans exclusif, c'est-à-dire en premier lieu ceux qui sont considérés comme les leaders séparatistes. Oui, mais à l'époque, beaucoup condamnaient déjà la méthode qui avait été employée pour résoudre la question de la crise anglophone. La question aujourd'hui, c'est pourquoi les avoir condamnés et accepter de dialoguer avec eux après. Est-ce que ces condamnations à vie qu'on leur a infligées ne va pas remettre en cause la résolution de la crise anglophone avec ce dialogue qu'on est en train de vouloir commencer avec les autorités de Yaoundé? Il faut poser la question à ceux qui nous gouvernent parce qu'ils brillent toujours par une surdité qui ne s'explique pas. Peut-être qu'ils se sont dit qu'en les condamnant, ils seraient dans une position de négociation défavorable. Mais je crois savoir que dans ces conditions-là, même leur situation de prisonniers et de prisonniers politiques, puisqu'ils sont en prison pour avoir revendiqué tel ou tel statut pour leur région, leur statut de prisonnier politique fera l'objet précisément de discussions et de négociations. Alors qu'on pouvait se passer de cela autrement s'ils avaient été, en tout cas s'ils n'étaient pas en prison. Et je parle de leur situation comme je parlerai également de celle de tous ces anonymes qui, par vagues entières, peuplent nos différentes prisons dans le cadre précisément de cette crise. Et je dois également vous rappeler un événement, parce que voyez-vous que le vice-président du MRC, le premier vice-président du MRC est aujourd'hui encore détenu, parce que, voyez-vous, il y a eu un mouvement d'humeur de ces prisonniers de la crise anglophone qui se plaignaient de ce que leur procès n'avait pas lieu, de ce que leur procès traînait en longueur. Et Mamadou Mota a eu simplement le malheur d'avoir pris la parole pour leur demander de revenir à de meilleurs sentiments. Et la diaspora camerounaise alors, qui acquise à la cause du MRC et Maurice Kamto, qui ne décolère pas. Alors il y a quelques jours, elle a manifesté à Bruxelles devant le Parlement européen en dénonçant des injustices qui règnent selon elle au Cameroun. On a vu des femmes nues, des images qui ont fait le tour du monde carrément. Est-ce que quand vous voyez cela, Maître Ndiou, vous ne jugez pas que c'est un peu excessif d'aller jusqu'à se mettre nu en Mondovision pour les responsables de famille? D'abord, je crois qu'il n'y a pas de lutte sans moyen. Et c'est le moyen qui fait la lutte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle estime que ça participe à ternir l'image du Cameroun, à ternir l'image des personnes qui sortent du Cameroun pour résider à l'étranger. Moi, ce matin, quand je regardais l'actualité sur les réseaux sociaux, j'ai entendu dire, je ne peux pas m'exprimer avec certitude, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait un scandale au niveau de l'ART sur les recrutements. Je vous pose la question, M. Tenda, vous pensez que ça ternit ou pas l'image du Cameroun? J'ai entendu dire que Camerco serait en voie de privatisation, alors que dans le même écosystème de l'aviation, on a des compagnies comme Rwandair, comme Air Côte d'Ivoire, qui fonctionnent plutôt bien, et que le Cameroun est obligé de brader une compagnie aérienne qui a déjà englouti beaucoup de milliards. Est-ce que cela ternit l'image du Cameroun ou pas? J'ai, comme vous, assisté à plusieurs glissements d'une compétition phare pour tous les Africains qui sont un peu férus de football, et même pas. J'ai entendu dire que cette compétition aurait lieu le jour dit, et le jour dit, elle a glissé comme par enchantement. Est-ce que ça ternit l'image du Cameroun ou pas? Ce que je veux vous dire par là, M. Tenda, c'est que si vous choisissez de regarder le doigt, cela vous engage. Moi, je préfère regarder la lune qu'on me montre. Et cette manifestation, avec les moyens qui ont été mobilisés avait pour objectif de faire passer un message. Si le fait de voir ces mamans, ces femmes, ces personnes responsables poser des actes de cette nature ne peut pas vous indigner au-delà de l'aspect formel pour que vous puissiez vous indigner de ce qui est dénoncé, c'est que vous avez un problème au niveau de votre capacité d'indignation. D'ailleurs, il se dit qu'au Cameroun, c'est une stratégie qu'utilisent les mamans en général pour manifester leur ras-le-bol et que le fait pour une maman de se mettre nue attire la malédiction. Vous êtes d'accord avec cela? Vous comprenez donc pourquoi je ne peux pas avoir sur ce
sur ces moyens-là le même regard que ceux de mauvaise foi qui parfois veulent envoyer les Camerounais sur des fausses pistes. Moi, je crois qu'il faut retenir de cette manifestation-là le message qui était véhiculé. Et le message, il est clair. Au Cameroun, il se passe des choses qu'il ne faut plus accepter. Au Cameroun, il se passe des choses qu'il ne faut plus taire. Surtout que ces personnes-là, et je dois le dire aussi, en général, n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour mener leur existence. D'ailleurs, parfois, elles se sont battues toutes seules pour arriver dans les pays où ces personnes-là vivent, mènent une existence, je pense, tout à fait honorable, en tout cas pour la majeure partie d'entre eux. Donc, n'ont pas forcément besoin de mener ce combat. Et donc, si ces personnes-là dans la diaspora mènent le combat que nous les voyons mener, c'est d'abord par pur patriotisme. À l'image, d'ailleurs, de ce qu'on a pu voir lorsque l'Afrique du Sud était, par exemple, sous apartheid. Les gens qui ont la mémoire courte ne savent pas que pendant que la lutte se faisait à l'intérieur, pendant que Nelson Mandela Madiba était en prison, il y avait quasi permanemment des campagnes et des campagnes entières de manifestations dans la diaspora. On se rappelle d'ailleurs qu'il y avait eu un événement gigantesque en Angleterre à Wembley. Et c'est ces événements-là qui, petit à petit, ont fini par faire effriter le socle sur la base duquel se gosait le régime de l'apartheid pour perpétrer tout ce qu'il a perpétré durant toutes ces années. Aujourd'hui, il y a deux fractions qui s'opposent au niveau de la diaspora camerounaise qui appuie les idées soutenues par le MRC et par Maurice Kamto. Il y a une fraction conduite par le professeur Franklin Nyamsi qui pense que la bataille doit se mêler de manière idéologique. Il y a une autre fraction conduite par J. Rémy Ngono avec les Calibro et autres qui estiment qu'il faut des revendications comme celles que nous avons vues à Bruxelles il y a quelques jours. Au milieu de tout cela, que fait le MRC par exemple pour les recadrer? Est-ce que vous discutez avec eux, vous le dites, c'est qu'il faut, ou alors, comme d'habitude, vous allez nous dire que c'est des personnes avec qui vous n'avez pas de contact? Alors, le MRC est un parti politique. En tant que parti politique, le MRC s'exprime lorsque cela est nécessaire. Le MRC s'exprime lorsqu'il y a des questions d'intérêt national qui attirent son attention. Dans la diaspora, vous avez parfois des militants du MRC aussi, mais vous avez davantage des activistes. Et l'activiste a une particularité, c'est qu'il est indépendant. L'activiste embrasse la cause qu'il juge lui convenir, parfois définit les moyens pour y parvenir de manière tout à fait autonome et indépendante. C'est donc pour ça qu'un activiste peut tout à fait parfaitement soutenir un tel ou un tel autre. On n'a donc pas à recadrer un activiste simplement parce qu'il vous soutient ou parce qu'il ne vous soutient pas. Ce que je dois dire, c'est que... Rapidement, parce que nous sommes arrivés au thème de la... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a de lutte que de moyens. Et Deng Xiaoping disait que le seul critère de vérité, c'est la pratique. Ce que je peux dire simplement à l'endroit de tous nos frères et sœurs qui, à chacun sa façon, pensent le bien du Cameroun, que à la fin, on verra simplement quelle était la méthode la plus efficace. Merci, je pense qu'il y a du vrai dans toutes ces approches. Merci, Maître Roland Diou. Je rappelle aux internautes que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant pour le mouvement du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est ici qu'on met un thème à cette édition de Focus sur Focus Média Afrique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Continuez de suivre l'actualité sur nos différentes plateformes, notre site internet, notre page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité africaine. Merci et à bientôt avec un focus sur le prochain invité.